soit pour le lycée ou bien pour les études post-bac, eh bien, les élèves se retrouvent sans affectation après la rentrée scolaire. Alors comment expliquer ce phénomène et surtout l'endiguer? On en parle tout de suite avec nos deux invités. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Farida Amrani. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Farida. Vous êtes députée LFI de l'Essonne. Également Jérôme Teilhard qui est avec nous. Bonjour Jérôme. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chef de projet Parcoursup au ministère de l'Enseignement supérieur. Aujourd'hui, on parle de ces élèves qui sont restés sans affectation. Alors, ça veut dire beaucoup de choses et on va vraiment essayer de comprendre bien ce sujet. Des affectations qui n'ont pas été déjà données au mois de juin, juillet. Donc, évidemment, des angoisses terribles à la fois pour ces élèves, pour leurs familles. On le comprend bien sûr. Là, on disait, et je reprends votre petit document, Farida Amrani, sur la proposition de loi, mais on va y revenir, que vous avez faite. En septembre 2024, plus de 13 000 élèves, 13 800 exactement, majoritairement des lycéens, se trouvaient encore sans affectation, tandis qu'ils étaient plus de 27 000 à la rentrée précédente. Alors, j'aimerais que, est-ce que vous êtes donc député dans l'Essonne, Farida Amrani, on parle de combien d'élèves exactement? Est-ce qu'on a un chiffre? Parce que c'est très flou. Alors, c'est très flou. Personne n'est capable de nous donner un chiffre précis. Moi, je vais me baser sur les chiffres qui ont été donnés par le ministère de l'Éducation, qui parlait en septembre de 13 800 lycéens sans affectation. Oui. Alors, nous, en juillet, pour vous donner un ordre d'idée, les parents d'élèves, en fait, la FCPE donnait un chiffre de plus de 3 000 élèves sur l'Essonne, rien que sur l'Essonne, sans affectation, ce qui est énorme. Ça veut dire que des élèves qui se retrouvent en seconde, en première. Alors, voilà, il faut faire la distinction pour ce qu'on appelle les élèves non affectés. C'est-à-dire qu'il y a des élèves qui sortent de troisième, qui ont moins de 16 ans, avec une obligation d'être scolarisés, et donc qui vont soit en lycée professionnel, soit en lycée en apprentissage, soit en lycée général, je veux dire, en seconde normale. Technologique, oui. En dehors de la technologique. Peu importe, c'est un choix de l'élève. Donc, il a eu un conseil de classe, les professeurs ont validé son passage en seconde ou en seconde pro, ou en seconde technologique, etc. Et beaucoup d'élèves se retrouvent, en fait, sans affectation. Ils n'ont pas d'affectation. Ils n'ont pas un lieu en se disant en septembre, vous allez rentrer dans tel lycée, dans telle filière, etc. Alors ça, c'est une première voie. La deuxième chose? La deuxième chose, après, il y en a qui ont été affectés. Ça, je fais la différence. Je ne parle même pas de ceux-là. Ceux qui ont été affectés, mais qui ont été affectés dans des lycées très loin de chez eux. Alors ça, c'est effectivement un nouveau problème. Ça, c'est un nouveau problème. Et on va en parler, bien sûr, notamment avec Jérôme Teilhard qui va nous répondre sur cette question. J'aimerais juste qu'on soit assez large sur la situation. Jérôme Teilhard, comment ça se fait qu'on se retrouve avec des difficultés, effectivement, d'affectation d'élèves aujourd'hui, sachant que la situation s'est améliorée quand même depuis un an? Alors, je voudrais peut-être, pour revenir sur les propos antérieurs, bien distinguer ce qu'est la question de l'affectation de collégiens dans un lycée, ce qui est de la question différente de l'affectation de lycéens dans leur poursuite d'études post-bac. Pour ce qui concerne Parcoursup, qui ne traite que de l'affectation post-bac, c'est-à-dire vers les formations à l'université, dans les BTS, les classes préparatoires ou d'autres écoles. On a une situation qui, effectivement, s'est améliorée. Cette année, au terme de la procédure Parcoursup, on avait 134 lycéens que l'on continuait à accompagner parce qu'ils nous avaient sollicité sans qu'on soit en capacité de trouver une réponse qui soit satisfaisante pour eux au regard de leur projet et de la capacité à réussir. Donc 134 sur, je le rappelle, un nombre de lycéens au départ de la procédure Parcoursup qui était de l'ordre de 645 000. Donc, vous voyez, il y a un travail très important qui se fait dans les académies de manière à la fois mobiliser ces jeunes sans solution lorsqu'ils le sont au mois de juillet. Nous les appelons individuellement, nous leur envoyons des messages et nous essayons chacune dans les académies de trouver des solutions avec les acteurs professionnels, avec des proviseurs, avec des directeurs DUT, avec des responsables de formation à l'université, de manière à ce qu'on ait la réponse la plus adaptée à la fois au profil du lycéen, à son projet d'études post-bac et puis à la capacité à réussir, parce que je crois que ça ne serait pas de bon conseil que d'affecter un élève sur une formation qui ne l'intéresse pas ou dans laquelle il ne va pas réussir. Donc c'est ce travail de coups humains, en quelque sorte, qui est fait dans les académies et je tiens à saluer ce travail-là parce que c'est vraiment un travail de compréhension des besoins du jeune et d'essayer d'apporter une réponse adaptée à lui et à sa famille. Une réaction, Farida Amrani?
J'aimerais bien que ça se passe comme ça, monsieur, mais dans la réalité, c'est pas du tout ça. Je vais vous donner un exemple très précis. Effectivement, Parcoursup, là, je vais vraiment parler de Parcoursup, donc post-bac. Des jeunes qui ont fait là, j'ai en tête un exemple, mais parmi d'autres, parce que j'en ai plein, un exemple bien précis. Une jeune qui est passée par Parcoursup. Elle a eu elle a eu une affectation qui n'est pas la première, qui était, je crois, il me semble, de mémoire, 5 ou 6e. Donc, il y a 10 vœux. Hein, voilà, 10 vœux. Dans la 6e vœu à peu près. Et donc, du coup, elle l'a accepté en urgence. Donc, tous les autres vœux sont tombés, sauf qu'en fait, elle s'est rendue compte que cette école-là, ce n'était pas une école publique, mais une école privée. Et donc, il fallait en fait amener un chèque. C'est comme ça qu'elle a été financée. Et dès l'inscription, c'était un chèque de mémoire de 1 000 €. Elle me dit, j'ai pas les moyens, moi, de mettre 1 000 € dans cette école-là. Sauf, pardon, excusez-moi, pour bien comprendre la situation, c'était elle qui avait fait le vœu de cette orientation-là. En fait, elle avait fait un vœu, plusieurs vœux, sauf que l'établissement n'est pas indiqué comme établissement privé. D'accord. Et donc, du coup, beaucoup de jeunes se font avoir également comme ça. D'accord, une réponse à cela, Jérôme Teilhard. Moi, je suis un petit peu étonné parce qu'aujourd'hui, sur Parcoursup, l'information sur le statut, est-ce que c'est un établissement public, est-ce que c'est un établissement privé, privé sous contrat, privé sans contrat avec l'État, elle figure sur Parcoursup. Chacun peut aller le consulter, mais vous soulevez un point qui est important, effectivement, c'est ces éléments-là qui concernent le statut des formations, ça doit être des éléments qu'on valorise, qu'on porte à l'attention parce que c'est un élément de choix important. Donc, tous ces éléments-là qui figurent, on sera encore amené à mieux encore les identifier de manière à ce qu'il n'y ait pas d'erreur faite par une lycéenne comme vous avez pu l'évoquer. Mais je pense qu'il faut distinguer une situation individuelle qui est une situation de choix des candidats qui sont sans proposition d'admission. Là, c'est ceux dont on parle aujourd'hui et que nous essayons d'accompagner. Mais vous avez raison, l'accompagnement que nous faisons auprès des lycéens, il y a à la fois l'accompagnement à faire au moment où ils formulent des vœux et de les faire de manière éclairée, en apportant, et c'est des informations qu'on souhaite apporter, est-ce que c'est un établissement public ou pas? Est-ce que cet établissement, quels sont ses frais de scolarité? Cette information, elle est obligatoire sur Parcoursup. 3, est-ce que cette formation est éligible pour recevoir des bourses sur critères sociaux? Donc voilà tout un ensemble d'informations que sur Parcoursup, on s'engage à afficher, que l'on demande aux formations d'être transparentes, parce que, comme Madame la députée l'a dit, c'est un élément de choix important pour les lycéens. Donc cette information, elle existe. S'il faut encore la valoriser, on le fera pour que chacun puisse choisir en pleine conscience et en pleine connaissance de cause. Pour bien comprendre aussi, parce que c'est effectivement, il y a un premier facteur qu'on vient d'évoquer, mais pour bien comprendre en fait, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on est dans une situation où, malgré tout, vous le dites, c'est un nombre restreint par rapport au nombre de lycéens, 645 000, je ne sais plus quel chiffre vous avez évoqué, mais 134, effectivement, ça reste peu, mais ça reste quand même beaucoup trop malgré tout. Comment on explique qu'il n'y ait pas d'affectation réelle pour ces élèves-là? Est-ce que c'est une démographie en hausse? Enfin, quelle est la raison évoquée? Oui, vous savez, il y a à la fin de Parcoursup, le ministre Patrick Excel a eu l'occasion de le dire, il y a 130 000 places vacantes. Donc, ce n'est pas forcément un sujet de place. En tout cas, c'est un sujet d'adéquation. On a aussi des lycéens, parfois, qui ont des dossiers fragiles par rapport à des champs d'affectation qu'ils ont souhaités et sur lesquels on souhaite les accompagner. Donc, il y a des lycéens peut-être plus difficiles à accompagner que d'autres au regard du différence entre les vœux qu'ils avaient exprimés et puis la réalité de la situation, de leur capacité à réussir. Mais encore une fois, notre travail qui se fait est un travail non seulement d'essayer de trouver une place, mais au-delà, essayer de trouver une solution qui soit pertinente au regard de la situation de l'élève. C'est ça notre priorité. Et évidemment, chaque année, l'objectif, c'est qu'on soit à 0. Mais je crois qu'au-delà des chiffres, ce n'est pas tellement la question des chiffres, c'est nous avions 19 000 candidats qui nous ont sollicités pour avoir un accompagnement au terme de la phase Parcoursup. Il y en avait 134 que nous n'avions pas réussi encore à accompagner. Et je le dis, après la fin du mois de septembre, ils ont encore été accompagnés par les académies parce que c'est un travail sans relâche pour essayer de s'adapter et de trouver ce qui finalement soit une vraie solution pour ces jeunes. C'est ça notre objectif et notre priorité. Je l'entends très bien, mais excusez-moi, j'ai l'impression que vous ne m'avez pas répondu à la question en fait. Pourquoi on se retrouve avec 134 élèves qui n'ont pas d'affectation? Parce que vous pouvez avoir des élèves qui n'avaient fait sur Parcoursup qu'un seul vœu. Évidemment. Vous avez des élèves dont la différence entre leur dossier constitué et puis la capacité à réussir dans une formation est telle que certaines formations n'ont pas pu les admettre. C'est ça la réalité aussi sur l'ensemble. Je rappelle que Parcoursup, c'est 1 million de candidats au total. Il y avait 645 000 lycéens. Vous avez convenu vous-même que 134, c'est pas beaucoup. C'est beaucoup moins qu'il y avait il y a quelques années. On était encore mieux que le résultat
de l'an dernier, et notre objectif est toujours de faire mieux, bien sûr. Mais il y a un moment, on prend aussi en compte la réalité du niveau des élèves, c'est-à-dire de leur capacité à réussir dans une formation et les propositions qu'on peut leur faire. Mais chaque élève est accompagné, c'est ça l'important, c'est qu'on puisse aussi, et certains élèves ont des fois trouvé des solutions finalement qui ne sont pas dans une formation post-bac, qui sont dans une autre type de solution parce que nous les avons accompagnés. C'est ça aussi notre travail que l'on fait en partenariat avec l'éducation nationale, en partenariat aussi avec la région. Chacune des régions de France est aussi mobilisée pour arriver à trouver une solution. Ça peut être aussi par l'apprentissage. Vous savez que l'apprentissage a aussi une période de recrutement qui se fait souvent en septembre ou en octobre. Eh bien, nous pouvons aussi conseiller à certains candidats d'essayer de trouver une formation en apprentissage parce que sur d'autres types de formations, les vœux qu'ils avaient exprimés n'ont pas pu trouver un succès. Mais alors, est-ce que c'est pas justement contraire au principe du vœu? C'est-à-dire qu'on choisit quelque chose et là, on les pousse à aller vers l'apprentissage. Peut-être une réaction, Farida Amrani? Oui, parce qu'en fait, quand vous dites il reste 134 élèves sans affectation, ça, c'est les 134 qui ont demandé de l'aide. Combien d'élèves n'ont pas demandé de l'aide et qui sont toujours en attente? Il y en a beaucoup. Est-ce que vous êtes en capacité aujourd'hui de nous dire il y a les 134 qui ont fait une demande d'aide, mais combien à côté ne l'ont pas fait? Ça, c'est important. J'aimerais bien savoir si vous avez ce chiffre-là. Ensuite, j'allais vous parler de l'apprentissage, en fait, quand vous avez dit on les oriente. Oui, en fait, c'est ce qui arrive aujourd'hui. La plupart des jeunes qui n'ont pas d'affectation, parce qu'il n'y a pas de place, parce que en fait, on leur dit c'est bouché, allez plutôt dans sur tel secteur. Le secteur qui leur est proposé, c'est quand même des secteurs où on a besoin de main-d'œuvre. Quelque part. Moi, c'est comme ça que je le vois, hein, et en tout cas dans ma circonscription. Et donc, on leur propose d'aller faire de l'apprentissage. Mais vous savez que l'apprentissage, c'est comme très dur. Quand je dis très dur, allez trouver un patron qui vous prend en apprentissage. En tout cas, dans les quartiers, aujourd'hui, ça, il n'y a pas. Alors, c'est une façon de renvoyer justement la faute aux entreprises. Hein. Voilà, c'est un peu toujours la question qu'on se pose. Est-ce que ministère, entreprise... c'est toujours assez curieux. Une réponse à ça, s'il vous plaît, Jérôme Teilhard, bien sûr. Non, l'objectif n'est pas de renvoyer sur les autres la responsabilité. Puis encore une fois, l'objectif, c'est pas nous qui orientons un élève vers tel ou tel type de solution. C'est qu'est-ce que lui exprime comme attente. Et c'est à partir des attentes. Pour répondre à Madame la députée, on avait 645 000 lycéens. Quand les lycéens n'avaient pas de proposition, ils ont été appelés individuellement. On leur a vraiment envoyé un message individuel. Il y a eu une conversation avec eux pour les convaincre, de demander un accompagnement lorsqu'ils en avaient besoin. Certains ne le font pas parce qu'ils ne le souhaitent pas. Certains ont d'autres solutions. Je rappelle qu'il y a d'autres formations en dehors de Parcoursup. Je rappelle que certains ont, et je pense notamment aux bacheliers professionnels dont le diplôme permet un accès à l'emploi, certains préfèrent et priorisent l'accès à l'emploi plutôt que l'accès à une formation. D'autres sollicitent l'accompagnement. Ils étaient de l'ordre de 19 000. Ces chiffres sont publics, hein, ils ont été donnés par le ministère. Et parmi ces 19 000, il y en a 134 qui, à la fin du mois de septembre, nous continuons à les accompagner parce que nous n'avions pas encore trouvé de solution adaptée à leur projet. Et encore une fois, que ce soit une formation sous statut étudiant, que ce soit une formation ou en apprentissage, ce qui compte sur Parcoursup, c'est toujours le candidat qui a le dernier choix, c'est lui qui exprime un vœu, une attente. Simplement, nous pouvons dialoguer avec lui pour savoir quelles sont ses attentes, quelles sont ses demandes, quelle est la manière dont finalement, au regard des propositions qui peuvent lui être faites, il souhaite se positionner. Donc voilà, il y a un vrai dialogue, hein, je voudrais le dire, et que je rends hommage au travail que font les académies. C'est un travail vraiment cousu main pour s'adapter à la réalité des besoins, à la réalité des formations, et essayer de trouver les meilleurs équilibres permettant de tenir compte des attentes des uns et puis des capacités d'accueil des autres. Tout changement amène souvent, effectivement, pas mal de contradictions, ou en tout cas de reproches. Est-ce que APB, c'était mieux, finalement? Pas forcément? Moi, je vous dirais pas ça. Enfin, évidemment, Parcoursup a correspondu à une amélioration du dispositif parce que c'est comment mieux s'adapter. Vous voyez, par exemple, vous avez évoqué le dispositif d'accompagnement. Ce dispositif d'accompagnement, il n'existait pas sous APB. Mais encore une fois, moi, je suis pas là pour revenir à savoir si tel ou tel système était meilleur. Ce qui est important, c'est les solutions que l'on trouve à chacun des lycéens qui soient adaptées et personnalisées. Et puis, je le reprends parce que vous avez raison d'interroger sur ces enjeux qui sont importants. Chaque année, il y a une évaluation de Parcoursup qui est faite par un baromètre et un institut. Cette année, c'était l'Institut CSA qui, de manière indépendante, fait un sondage d'opinion auprès des lycéens sur ce qu'ils pensent de Parcoursup, sur leurs attentes, sur ce qu'ils ont apprécié, ce qu'ils n'ont pas apprécié. Et c'est cet élément-là qui nous guide chaque année dans les améliorations que l'on peut faire pour avoir un système qui est toujours le plus adapté, le plus personnalisé aussi à chacune des attentes des lycéens.
Merci d'avoir été avec nous sur le Grand JT et je vais rester avec Farida Amrani. Merci Jérôme Teilhard d'avoir participé au Grand JT. Farida Amrani, on continue ensemble si vous le voulez bien pour parler évidemment de ce qui se passe dans l'Essonne. Je rappelle que vous êtes député LFI de l'Essonne, mais aussi de ce qui se passe, parce que c'est quand même assez... c'est l'illustration de ce qui se passe aussi dans le reste de la France, de ces élèves qui sont sans affectation. Effectivement, pour le coup, on ne parle pas de post-bac, de l'après-bac, mais avant le bac, des affectations qui se font souvent, effectivement, en troisième ou seconde, et des élèves qui se retrouvent affectés soit très loin géographiquement de leur lieu de résidence, soit dans des filières qu'ils ne souhaitent pas. Soit on leur propose le redoublement, purement et simplement. Comment c'est possible? Et ben voilà. Donc moi, c'est la 3e rentrée scolaire où je me bats. En fait, depuis que je suis députée, je me bats. Je ne connaissais pas forcément cette problématique-là, et je l'ai découverte à la rentrée 2022. Et il y avait un nombre important d'enfants sans affectation en sortie de 3e. C'est-à-dire qu'ils ont eu leur brevet. Le conseil de classe a statué qu'ils pouvaient aller en seconde, donc avec un passage. Et en fait, la plupart attendaient tout le mois de juin, tout le mois de juillet. Partaient, pour ceux qui avaient la chance de partir en vacances, partaient en vacances, mais en n'ayant aucun retour, savoir où est-ce qu'ils allaient être affectés à la rentrée. Mais avec un dossier qui leur permettait de passer en classe supérieure, bien sûr, d'accord. Bien sûr, voilà, bien sûr. Ah non, aucun redoublement demandé. Voilà. D'accord. Non, aucun redoublement demandé. C'est des passages avec des avis des fois favorables, voire très favorables, et pas d'affectation. Et donc du coup, les parents, moi j'ai été sollicitée comme ça, et je me suis rendu compte qu'en fait, la loi n'était pas appliquée. C'est-à-dire qu'on a l'obligation de scolariser au moins jusqu'à 16 ans. Tous les enfants doivent être. Et en fait, on s'est rendu compte que dans le département de l'Essonne, il n'y avait pas. C'est-à-dire qu'on leur disait, comme vous n'avez pas d'affectation, attendez chez vous, restez chez vous. Restez chez vous le temps qu'on vous trouve une place quelque part. Vous avez sollicité le DAZEN, vous avez fait même une proposition de loi en septembre dernier qui probablement espère passer. Quelles seraient les avancées et les protections des élèves si celle-ci effectivement est... Alors, si cette proposition de loi qui est transpartisane passe, elle va juste en fait donner un peu de tranquillité à ces familles et à ces jeunes. Je le rappelle, c'est des jeunes enfants. Je veux dire, c'est des ados, ils ont 13, 14, 15 ans pour certains. Et qui se retrouvent en fait dans une situation où ils ont le sentiment tout simplement d'être discriminés déjà. D'accord, on va légiférer. On va légiférer en fait pour que l'affectation soit obligatoire à la rentrée scolaire. Mais une affectation obligatoire, elle peut aussi être pas forcément au bénéfice de l'élève. Je m'entends quand je dis ça, c'est-à-dire que ça peut être aussi à plusieurs centaines de kilomètres de chez lui. C'est la problématique. Plusieurs centaines de. Alors, on a plusieurs problématiques dans l'Essonne notamment. Le département est un département qui est en expansion, c'est-à-dire qu'il y a un taux de naissance qui est important par rapport à... De naissance et puis d'habitants qui viennent dans l'Essonne. On s'y plaît en Essonne. En Essonne, terre d'avenir, c'est ce qu'on dit. Ouais. En fait, ce que je déplore, c'est que ni le gouvernement, ni la région n'ont anticipé en fait, ce problème-là. Ce problème, il ne date pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire que là, on voit les résultats, mais il fallait anticiper. C'est-à-dire que depuis des années, on dit on construit. Si on construit, c'est un département qui est jeune, donc automatiquement, on va avoir des collégiens, donc des lycéens. Et donc, Alors, vous dites qu'ils n'ont pas anticipé. Pour autant, je vois que la région Île-de-France va créer de nouvelles places ces prochaines années, avec des extensions de 600 places à la fois au lycée Nadar à Draveil, apparemment, prévu pour rentrée 2025, au lycée Ampère aussi à Morsan-sur-Orge, mais pour 2028, c'est un peu loin, certes. Enfin, c'est à venir. Donc, des améliorations quand même qui sont prévues pour les 3 prochaines années. Ils sont prévus pour les 3 prochaines années, mais encore, ça fait 3 ans en fait qu'on se bat pour avoir ces classes-là. Et je suis pas la seule. C'est une génération. Pour moi, là, on a une grosse génération qui est perdue. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas la possibilité de poursuivre leurs études, de se dire, voilà, moi, je vais faire tel parcours parce que j'ai envie, je sais pas, pour être médecin, il faut que je sois en seconde et après, etc. Mais ils n'ont même pas cette possibilité-là. Aujourd'hui, on leur enlève cette chance, en fait, et je veux dire, la France, on est quand même le pays où on se dit on a les droits sont identiques pour tous, et notamment le droit à l'éducation et à la réussite. Ben non,
Pas pour tout le monde, apparemment. Un lycée interacadémique aussi, de 1500 places, à cheval entre Saint-Pierre-du-Perret et Lieusaint, en Seine-et-Marne. Qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre rien du tout. Pourquoi? Parce que comme il sera à cheval sur les deux, on a un problème de transport, en fait. Il y a aussi la problématique des transports qui vient se rajouter à tout cela. Vous imaginez un élève qui est en face d'un lycée. Il habite pratiquement en face du lycée. Il ne sera pas affecté forcément dans ce lycée-là. Il ira dans un lycée où il doit mettre 1h, 1h20. Ça, c'est un problème de carte? Ça, c'est un problème de carte. Clairement. Clairement. Il faut qu'on change ça. À un moment, ça fait partie de la proposition de loi que vous avez faite? Oui, en fait, là, nous, on est dans cette proposition de loi. En fait, on change juste un article, un alinéa qui dit que les élèves doivent avoir une affectation à la rentrée et pas en novembre. Vous imaginez, moi là, j'ai 2 élèves qui vont rentrer là. Qui sont rentrés aujourd'hui. Ils sont rentrés aujourd'hui, effectivement, et qui n'ont pas pendant tout le mois de septembre, octobre et début novembre. Moi, les parents me disent, mais madame la députée, nos enfants sont assis sur un canapé toute la journée, nous, on doit aller travailler, on ne sait pas ce qu'ils font. L'impact psychologique, on imagine. Il est énorme, énorme. Aujourd'hui, vraiment, les jeunes sont en dépression. Moi, je les ai au téléphone, les jeunes. Je les ai au téléphone et ils pleurent à chaque fois que je les ai parce qu'en me disant mais qu'est-ce que je vais devenir? Pourquoi j'ai pas la chance comme les autres d'avoir une place dans un lycée? On l'imagine très bien évidemment. Comme il nous reste très peu de temps, j'aimerais qu'on dise un petit mot sur l'orientation parce que c'est aussi un point très important. On a parlé effectivement de la géographie effectivement de ces lycées qui sont proposés souvent trop loin de leur collège initial ou lycée initial, mais il y a aussi effectivement ce manque cruel d'aide à l'orientation. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi que il y ait davantage de personnes qui puissent orienter bénéfiquement les élèves pour ne peut-être aller vers d'autres filières qu'on connaît peu et qui, pour le coup, dont les places sont vacantes, parce que la plupart, quand je parle des lycées pro, vont en STMG. Effectivement, il y a une saturation énorme. Il y a une saturation énorme, mais en fait, on n'en parle pas assez. Il n'y a plus de conseillers d'orientation. On a fait l'impasse sur l'orientation complètement en disant... moi, je pense que l'État a voulu faire l'impasse en disant... On va orienter sur l'apprentissage, parce que l'apprentissage revient beaucoup. Je vais vous donner l'exemple très concret d'une jeune qui voulait aller en administratif. Donc, on aurait pu l'envoyer en seconde générale aussi, elle aurait pu le faire. Et on l'a envoyée dans un établissement qui fait de la pâtisserie. Parce qu'on a besoin, en fait, de manœuvre, c'est ça que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'on oriente ces jeunes aussi en fonction de la demande du marché. On en fait des futurs salariés tout de suite, là, maintenant, très jeunes. Alors que le but, c'est qu'ils apprennent et qu'ils puissent s'épanouir et choisir eux-mêmes leur propre orientation. Oui, et faire les études s'ils le souhaitent. Surtout. Et surtout, il y a beaucoup de jeunes filles qui sont en attente aussi d'affectation. Ça touche beaucoup de jeunes filles. Merci beaucoup d'être venue, Farida Amrani, sur le plateau du Grand JT. Je rappelle que vous êtes députée les filles de l'Essonne pour nous parler des problèmes des affectations, qui sont à la fois des affectations pour les jeunes de lycée et aussi pour après, effectivement, et Parcoursup. On en a parlé avec Jérôme Teilhard juste avant. Merci beaucoup. On marque une courte pause. On se retrouve tout de suite.